Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Je crois que nous sommes en direct, c'est bon. Donc, bienvenue à ce nouveau webinaire organisé par RS Components et présenté aujourd'hui par messieurs Julien Bélanger et Richard Lassalvi de la société Facom. Ils aborderont aujourd'hui donc les risques induits d'une mauvaise application du serrage au couple. Moi, pour ma part, je vous souhaite un excellent webinaire et je laisse la parole maintenant à Facom. Merci Cyril. Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue au webinaire RS Components Facom. Nous sommes présents aujourd'hui pour vous expliquer l'importance de maîtriser son serrage afin de garantir aux exigences de sécurité, de performance et de qualité. Je me présente, Julien Bélanger, je suis responsable compte clé pour le groupe Stanley Black & Decker et Facom, qui en charge la responsabilité et la suite du client RS Components. Pour ce webinaire, je suis accompagné de Richard Lassalvi, qui est notre responsable de formation au sein du groupe Stanley Black & Decker et notamment sur la marque Facom. Ce que je propose en premier temps, c'est de vous parler du groupe Stanley Black & Decker et la marque Facom en tant que telle. Alors, il faut savoir qu'on appartient au groupe Stanley Black & Decker depuis 2006. Nous sommes actuellement premier fabricant mondial sur 3 grandes activités, l'outillage à main, l'outillage électroportatif et le rangement, ce qui représente plus de 500 000 produits à travers plus de 30 marques présentes à l'échelle internationale. En France, et notamment pour les besoins des professionnels, les plus connus sont Expert by Facom, DeWalt, Facom, Lennox et Stanley. À savoir que Facom est un acronyme voulant dire franco-américaine de construction et d'outillage mécanique. La société a été initiée en 1918, on a fêté il n'y a pas très longtemps nos 100 ans, pour devenir le numéro 1 sur 4 piliers très importants, l'excellence, l'innovation, la qualité de nos produits et la garantie, souvent nommée d'ailleurs la garantie à vie. Ce qui nous permet de proposer une offre globale de produits de plus de 9000 références à travers la marque Facom. On répond à des besoins d'outillage général, tels que le serrage, la pincerie, les tournevis, et notamment aussi le serrage contrôlé, l'objet du sujet de ce jour. On répond aussi à des besoins de rangement et d'outillage spécialisé par métier. Je citerai pour exemple l'électricité, l'automobile et bien d'autres métiers. Nous fabriquons nos produits pour une grande majorité de notre offre, une majorité importante en Europe, dont 4 sites en France pour plus de 2200 produits. Chaque site qui sont nommés sont aujourd'hui concentrés sur des familles de produits. Arbois, très spécialisé sur le vissage, Besançon sur la pincerie et la mesure, Feuquières-en-Vimeux dans la Somme sur le rangement, tout ce qui est rangement d'atelier, servante, et Morangis dans le 91 qui est notre centre de distribution, mais également notre centre où nous réalisons nos compositions. Nous avons une forte présence terrain avec plus de 150 000 visites par an réalisées avec nos camions de démonstration dont vous voyez un exemple sur la présentation. À ce jour, et c'est important aussi pour être à vos côtés régulièrement, nous accélérons notre approche digitale à travers nos sites internet, nos catalogues interactifs que vous pouvez retrouver en ligne téléchargeables, mais aussi à travers l'ensemble de nos réseaux sociaux où nous communiquons des informations essentielles pour répondre à vos besoins ou vos problématiques. Pour ce webinaire, nous sommes partis en fait d'une interrogation, une problématique qui revient, et notre proximité de terrain fait que nous l'avons identifié. Quels sont les risques induits d'une mauvaise application au serrage au couple? Voilà, je crois que je vais prendre la parole. Je vous dis bonjour à tous. Donc, comme l'a dit Julien, je suis responsable de la formation, Richard Lassalvi, pour le groupe Stanley Black & Decker au niveau européen et notamment pour Facom. Donc, je vais vous parler du couple de serrage. Alors, déjà, une définition, je pense que vous le savez, c'est qu'un complément. Mais un couple, en fait, c'est un effort qui permet à une pièce de tourner par 2 forces égales, en fait. Donc, qui fait tourner une vis. On peut le voir ici. On applique, en fait, cette force dans 2 sens opposés. Ça fait tourner la vis. En fait, le couple, c'est une combinaison de 2 éléments. La longueur du bras de levier, dont on va se servir pour serrer, et la force qu'on va appliquer sur ce bras de levier pour pouvoir appliquer ce couple de serrage. Donc, le couple de serrage, en fait, comme je vous le disais, c'est une force multipliée par une longueur. Donc, l'unité internationale de force, c'est le newton. L'unité internationale de longueur, c'est le mètre.
Et donc, l'unité internationale de mesure de couple, c'est le Newton-mètre. Alors, ce sont des éléments mondiaux et internationaux. Ça veut dire que même nos amis anglais aujourd'hui sont venus à ces longueurs de force en Newton et à ces valeurs de force en Newton et ces longueurs en mètres. Donc, ils sont aussi en Newton-mètre. Alors, en fait, le but du jeu, c'est pas d'appliquer le couple, évidemment, sur la tête de la vis, mais ce que l'on veut réellement, ce n'est pas uniquement que d'appliquer un couple. Ce que l'on veut, c'est appliquer une tension. Et en fait, je me sers toujours d'un petit élément. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien ici, j'ai deux plaques de bois et je me sers d'un élastique qui est ici. Et dans cet élastique, vous voyez, quand je tire, je viens appliquer une tension dans le corps de l'élastique. Et si je mets une tension qui n'est pas suffisante, comme vous pouvez le voir ici, mes deux pièces ne sont pas parfaitement. Je crois qu'on a perdu Richard. Et oui, revenu là, normalement, c'est ça? C'est bon? Oui, on t'avait perdu, Richard. Oui. J'ai rien touché, je dois avoir des problèmes avec ma connexion pendant que je suis au bureau. Oui, pardonnez-moi. Donc, j'étais en train de vous présenter cette petite maquette. En fait, je vous mets une pression dans l'élastique. Et en fait, ce qu'on veut, c'est mettre une tension suffisante dans le corps de l'élastique pour garder les deux pièces parfaitement assemblées, mais sans détériorer quoi que ce soit et sans abîmer l'élastique. En fait, et si je tire, comme on dit, si je tire trop sur l'élastique, eh bien, je vais finir par la casser. Eh bien, on peut revenir à la présentation, si tu veux bien, Cyril, merci. Eh bien, quand on serre au couple, eh bien, le but du jeu, c'est d'appliquer en fait une tension dans le corps de la vis, qui est en fait, la vis n'est ni plus ni moins qu'un élastique, simplement avec un taux d'élasticité beaucoup plus faible que le caoutchouc, bien évidemment. Donc, en fait, on se sert du couple de serrage pour créer cette tension dans le corps de la vis. Vous savez qu'il existe d'autres moyens de serrage, comme du serrage directement en tension, où on n'applique pas un couple de serrage, mais on vient directement tirer sur la vis. Hein. Mais là, nous, on se sert donc du couple de serrage pour appliquer cette tension dans le corps de la vis. Voilà. Tu peux changer, Julien. Voilà. Et en fait, qu'est-ce qui se passe quand on va serrer? Donc, comme on l'a dit, on applique un couple de serrage qui se transforme, ce couple en tension. Et vous le voyez sur la petite croquis de droite, là. On voit que quand on serre une vis, en fait, elle s'allonge. C'est tout à fait normal. En fait, quand on va assembler une vis avec un écrou, donc un boulon, eh bien, on va avoir une déformation qu'on appelle déformation élastique. Quand je suis dans cette forme de déformation élastique, je serre ma vis, s'allonge, je desserre, ma vis se rétracte, ce qui est tout à fait normal. Jusqu'à une certaine phase où là, je vais appliquer une tension qui sera donc un couple de serrage qui sera transformé ensuite en tension, et cette tension sera trop importante par rapport à la vis, et de cette façon, je vais atteindre ce qu'on appelle une déformation homogène permanente. C'est-à-dire que ma vis, là, je l'aurai d'une manière définitive déformée. Et du coup, quand je vais desserrer ma vis, eh bien, ma vis, elle restera allongée définitivement. Alors ça commence à devenir un problème. Mais ce qui commence à réellement revenir un grave problème, c'est quand on atteint, si je continue encore à tirer, donc je dépasse la limite élastique de ma vis, eh bien, j'ai ce qu'on appelle une déformation permanente avec réduction de section. Ça s'appelle une striction. Et vous l'avez déjà certainement constaté. Vous avez le corps de la vis qui, à un certain endroit, le diamètre se réduit. Et c'est là où la vis va commencer à se fracturer, en fait. Et si je continue encore une fois à tirer, eh bien, la vis va se casser définitivement. Ça, c'est dans les cas tout à fait théoriques, évidemment, puisque là, mes pièces ne se sont pas déformées, mais il se peut aussi qu'en plus, outre la rupture de la vis, j'obtienne une déformation ou une destruction complète des pièces que je suis en train d'assembler. Donc, il est vraiment important, pour des raisons donc techniques, de garder ce serrage. Et donc, pour appliquer ce couple de serrage, eh bien, on va se servir d'outils qu'on appelle donc des outils de serrage au couple ou des outils de serrage contrôlé ou des outils dynamométriques. Donc, effectivement, tu peux tourner, Julien, si tu veux. Voilà. Et donc, cet outil, comment on va le choisir? Eh bien, on va le choisir en fonction déjà du couple. Évidemment, on va prendre une clé qui correspond au couple, à la plage de couple que je veux appliquer sur l'outil. Est-ce que je veux faire du serrage? Donc là, je veux assembler des vis. Ou est-ce que je suis en contrôle? Si je suis un service qualité, par exemple, je vais devoir faire du contrôle. Mon unité de fabrication va fabriquer des produits. Je vais, moi, prendre service qualité, contrôler si ces produits ont bien été serrés. Après, je peux très bien serrer de temps en temps au couple
Et on a des outils qui sont adaptés à ça et je peux très bien aussi serrer tout le temps en forte production. Là, c'est d'autres types d'outils. Donc, on peut utiliser par rapport aussi par rapport à la taille de la vis, aux accessoires qu'on va utiliser. Là, vous m'entendez, ça y est? C'est de retour pour maintenant. Je suis venu exprès au bureau en Morangis parce que normalement, on est en télétravail pour avoir une meilleure connexion, mais apparemment, ce n'est pas vraiment le cas. Donc, je me suis mis en Wi-Fi directement, sans fil, on verra ce qui se passe. Pour l'instant, c'est très bien. Effectivement, vous avez donc l'outil de serrage contrôlé se détermine par rapport à tous ces éléments que vous venez de voir à l'écran. D'accord? Donc, on peut continuer. Alors, voilà. Et par contre, ce n'est pas parce qu'on utilise un outil de serrage contrôlé qu'on va systématiquement être précis dans le résultat. Il va falloir respecter certains critères. Et le premier critère, ça va être pour un outil, une clé dynamométrique, eh bien, il va falloir que l'outil soit perpendiculaire à l'axe de la vis. Parce que si vous utilisez un outil qui n'est pas perpendiculaire à l'axe de la vis, eh bien, vous allez modifier les résultats du serrage. Regardez sur la petite vidéo. Vous voyez, là, j'ai mis une rallonge, tout va bien, je suis perpendiculaire, ma clé est réglée à 50 newtons et j'ai atteint les 50 newtons. Maintenant, je travaille avec un élément qu'on appelle un cardan qui va me permettre de me désaxer. Et ma clé étant toujours réglée à 50 newtons, et bien là, hop, j'ai atteint. Et vous voyez, j'ai serré à 37,7. Alors, j'avais bien réglé ma clé à 50 newtons, mais du fait que j'ai pris un angle, eh bien, ma clé, et ça, c'est toutes les clés du marché, en fait, pas spécialement que Facom, hein, c'est pas parce que vous utilisez une clé dynamométrique que vous allez être forcément précis. Il va donc falloir respecter des critères d'utilisation. Donc, le premier, qui est très important, c'est travailler par rapport à un axe perpendiculaire à l'axe de la vis, 90 degrés. Si toutefois vous devez avoir un axe différent, eh bien, il va falloir étalonner votre clé sur un appareil de mesure de coupe que l'on verra plus tard. La deuxième chose, c'est que toutes les clés ont une poignée et que vous devez travailler avec la main sur la poignée. Encore une fois, si votre serrage, on va le voir sur la vidéo qui est ici, si vous travaillez deux mains, vous voyez, j'ai les deux mains sur la poignée quand je dois serrer à deux mains. Et ma clé est toujours réglée à 50 et j'ai atteint le couple de 49,2, ce qui est très bien. Si je travaille comme ceci, regardez, je suis à 60 newtons. D'accord? Donc, encore une fois, et si je travaille à deux mains, c'est la même chose. Regardez, 57 newtons pour une clé réglée à 50, ce n'est pas bon du tout. Donc, encore une fois, il faut impérativement que je mette ma clé sur ma main sur la poignée. Et si je dois travailler à deux mains, eh bien, je mets mes deux mains sur la poignée. Sinon, vous allez, encore une fois, modifier le serrage. Bon, ben, ça vient de mon ordinateur, je pense, parce que, ou que je sois en Wi-Fi ou en filaire, j'ai des problèmes. Vous m'entendez de nouveau, là? Oui, on t'entend, Richard. Parfait. Donc, et la dernière chose, là, c'est plus précisément pour une clé à signal. Donc, vous avez un signal tactile, sonore, lumineux. Eh bien, quand j'entends le signal, il faut impérativement que j'arrête de tirer sur l'outil parce que la quasi-majorité des outils de serrage contrôlé ne sont pas débrayables. Et donc, effectivement, je vais dépasser le serrage. Donc, ma clé est toujours réglée, comme vous le voyez sur la vidéo, à 50 newtons. Et là, vous voyez que j'ai serré parfait, je m'arrête. Et là, si je continue, une fois que j'ai atteint les 50 à tirer, vous voyez que là, j'ai atteint 110 newtons. Donc, on peut de très loin dépasser le couple programmé ou le couple pré-réglé. C'est pareil sur des outils électroniques, mécaniques, quel que soit le type de produit. Quand j'ai atteint la valeur, il faut impérativement que je m'arrête. Voilà. Donc, il y a 4 critères vraiment très importants pour respecter une précision en termes d'utilisation et de serrage au couple. Donc là, les unités de mesure, rapidement, c'est le newton-mètre, comme je vous le disais. Vous entendez peut-être parler ou vous utilisez peut-être le mètre-kilo. En fait, l'unité internationale, c'est newton, mais beaucoup de gens parlent encore en mètre-kilo. Donc, dans la pratique, pour se faciliter les conversions, on dit que 1 mètre-kilo est égal à 10 newtons. Donc, si vous avez un couple à appliquer de 10 newtons, ça fera 1 mètre-kilo. Voilà. Merci Julien, on peut passer au document derrière. Comme c'est un outil de mesure, un outil de serrage contrôlé, eh bien, il est normé, normalisé. Et la norme qui fait foi dans le domaine du serrage au couple, c'est la norme soit ISO, qui est la norme internationale, donc 6789, soit la norme française ou européenne, la norme 26789. Mais c'est la même norme, en fait, elles partent de la même chose. Elles vont définir des clés, déjà. Donc, une clé dynamométrique peut être une clé à déclenchement ou elle peut être une clé à lecture directe. Lecture directe, c'est le cadran ou le compteur de votre voiture. Vous accélérez, l'aiguille monte, vous freinez, l'aiguille redescend. C'est ce qu'on appelle la lecture directe. Elle détermine une étendue de mesure. Donc, une clé, malheureusement, eh bien, elle a une plage de tolérance et elle a une étendue de mesure. On ne peut pas vous fabriquer une clé qui va de 0 à 3000 newtons. Ce n'est pas possible.
La norme, elle détermine aussi une tolérance, j'en reparlerai plus tard, de précision. Elle détermine une durabilité d'étalonnage. Souvent, on a des gens qui nous disent, bon, j'ai entendu parler d'étalonnage, mais tous les combien je dois faire étalonner mon produit, ma clé ou mon tournevis? Eh bien, c'est marqué dans la norme, c'est tous les 5000 cycles ou tous les ans. C'est la norme qui le dit, ce n'est pas le fabricant. Et elle détermine une procédure, cette norme d'essai, pour justement savoir si votre outil est bon et conforme, a été étalonné ou pas. Voilà. Alors, dans la continuité de la norme, c'est aussi l'intérêt de vous présenter, l'occasion de vous présenter le laboratoire FACOM. Alors, sachez que nous sommes accrédités COFAC pour la mesure du couple, la mesure de la force. Donc, vous retrouvez notre numéro d'accréditation et bien sûr les logos COFAC qui vont avec. Sachez qu'au niveau de la prestation de service, elle est proposée à travers notre distributeur RS Components et nos clés permettent d'être contrôlées, que ce soit les clés, les tournevis imométriques, mais également les couplemètres, les unités de mesure. Donc, nous délivrons un certificat d'étalonnage en conséquence de cette norme ISO et en suivant bien sûr les procédures strictes de cette norme. Pour compléter le point du contrôle des clés, donc suivant, et c'est une recommandation, il y a la norme qui explique au bout de 5000 cycles ou tous les ans, mais on peut aussi avoir, suivant une utilisation intensive, un contrôle de 3 mois à 6 mois, ou bien sûr, si c'est une utilisation courante, tous les ans. Voilà. Alors, pourquoi il faut maîtriser le serrage? Pour différents éléments, mais parce que quand on va assembler des pièces entre elles, on va donc utiliser des vis. Je vous le disais, les vis ont une limite, hein, c'est ce qu'on appelle la limite élastique, elle risque de casser. Donc déjà, il va falloir tenir compte de ça. Quand vous allez calculer donc un couple à appliquer sur la pièce, en fait, vous avez la pièce qui subit des contraintes, hein, donc déjà de compression quand elle est serrée, mais elle peut subir aussi des contraintes qui sont extérieures. Ça peut être des contraintes de température. Une charpente métallique, quand vous la serrez en plein mois d'août, qui fait 35 degrés dehors, ou si le métal n'aura pas le même volume et la dilatation va être différente. Quand une fois en plein hiver avec la neige, le métal va se rétracter avec le froid, donc le métal bouge et se rétracte en fonction de la température. Vous avez des vibrations, la machine fait des vibrations et il va falloir tenir compte de ça aussi. Il faut éviter de déformer un assemblage. On ne veut pas évidemment casser une vis, hein, mais malheureusement, on veut aussi éviter un desserrage. On ne veut pas déformer des pièces. Hein, on a ici une photo d'une Formule 1 et on a tous vu déjà, bien que ça arrive au meilleur, je vous le disais, qu'une Formule 1, elle part et de seul coup, elle perd sa roue. Ils ont pourtant adapté un couple de serrage. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas. Je vous parlais de dilatation du métal. Vous avez ici un train avec des rails qui sont déformés. J'ai mis cette photo parce qu'elle illustre bien un rail de chemin de fer. On a tous en tête la taille d'un rail de chemin de fer. Et un rail, vous voyez, il s'est déformé avec un écart de température de 40 degrés. Donc, en été, c'est fréquent, hein, de 0 à 40 degrés ou voire plus. Et ben, le métal s'est déformé à cause de cette variation de température. Donc, tous ces critères vont faire que, effectivement, il va falloir qu'on tienne compte de ces éléments-là pour pouvoir appliquer le bon couple de serrage sur la tête de vis. Merci, Julien. On peut passer à l'autre. Alors, de par en fait ces explications, les problématiques qui ont pu être identifiées, notamment les éléments de normes également, nous avons des solutions. Et les solutions FACOM, on souhaitait et on va vous les présenter à partir d'unités de besoins que nous avons identifiées, de par aussi les rencontres que nous pouvons avoir auprès de vous. Alors, à savoir que les solutions FACOM, elles sont développées pour dépasser les préconisations de la norme ISO 67489. Nos produits en fait sont livrés avec un numéro de série qui est gravé sur le corps pour une meilleure traçabilité et suivi, vous, de vos contrôles. Elles sont livrées avec un certificat neuf, les clés neuves sont livrées avec un certificat d'étalonnage. Sachez qu'on est dans la même procédure que celle expliquée tout à l'heure à travers notre laboratoire de métrologie et on suit une procédure ISO 6789. Et elles ont aussi une excellente répétabilité pour qu'elles soient fiables dans le temps. On a identifié en fait des unités de besoin. On a identifié 5 unités de besoin à laquelle on va vous répondre, notamment liées à ces problématiques et les solutions que nous pouvons y apporter. 4 d'entre elles concernent les outils de serrage, que ce soit des clés dynamométriques ou des tournevis dynamométriques, et une d'entre elles concerne plutôt les outils de contrôle couplemètre, notamment. Mon besoin sur la première unité est de pouvoir serrer des petites pièces avec des coupes très faibles ou inférieures à 10 Nm, de pouvoir réaliser des serrages de maintenance ou de production,
de pouvoir fiabiliser mes serrages sans faire de surcharge vu les faibles couples d'applications que je dois avoir et de pouvoir conserver une traçabilité des serrages effectués si je viens à faire un audit ou un contrôle qualité. Voilà, donc les solutions qu'on vous propose, vous avez des couples de serrage appliqués qui sont très faibles. Vous êtes sur des connecteurs électriques, électroniques, et vous voulez évidemment pas dessouder ou déformer des composants. Et à ce moment-là, eh bien, on a des tournevis dynamométriques, donc qui sont, alors vous le voyez, la classe de précision donc de 6%, ça c'est la classe de précision qui est donnée par la norme. Donc 6%, ça veut dire quoi? C'est la tolérance. Si vous réglez votre tournevis à 10 newtons, eh bien, vous êtes sûr de pouvoir serrer à 9, enfin, vous enlevez les 6%, donc ça fait 10,06 si mes calculs sont bons au maximum, ou ça fait 9,94 au minimum si mes calculs sont bons. Voilà, donc ça, c'est la tolérance qui est définie par la norme ISO 67089. L'intérêt d'un tournevis dynamométrique, justement, c'est que c'est un système à débrayage. Donc, ce que je vous expliquais tout à l'heure pour les clés dynamométriques, de s'arrêter quand on a entendu le signal, dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. C'est très bien puisque le tournevis est débrayable. Donc, vous ne pourrez pas faire de surcouple avec un tournevis dynamométrique à débrayage. Donc, on a 4 modèles et vous voyez que vous avez des très, très petits couples puisque là, on parle de 4 à 20 centi-Newton-mètre, de 15 à 75 centi-Newton-mètre. Et ensuite, on passe sur un élément un peu plus important, qui sont les couples plus élevés de 0,5 à 2,5 et de 2 à 10 Newton-mètre. Donc ça, c'est le débrayage, la grosse particularité des tournevis qui évite justement de travailler. Toujours pour les tournevis, il faut travailler cette fois-ci, non pas bien évidemment dans l'axe de la vis, mais perpendiculaire à l'axe de la vis, mais travailler dans l'axe de la vis pour avoir la meilleure précision d'utilisation. On peut continuer, Julien. Et puis, il existe après sur le marché, et notamment chez nous, vous avez des tournevis qui sont électroniques. Alors, l'avantage de l'électronique, c'est que là, c'est plus précis, puisque vous voyez, on est à plus ou moins 2% de la valeur affichée. Excellente répétabilité. Par contre, vous avez le gros avantage, c'est que vous pouvez programmer, donc serrer avec plusieurs couples sans avoir régler le tournevis. Vous pouvez faire de l'angle, du serrage à l'angle aussi, j'en ai pas trop parlé. Ils ne sont pas débrayables, mais vous pouvez faire aussi du contrôle de serrage. Donc, vous avez une vis qui est déjà serrée et vous voulez savoir à combien elle est serrée, il faut utiliser un tournevis de ce type-là. Et en plus de ça, l'intérêt, c'est que, je viens de parler de traçabilité. Avec ça, vous pouvez renvoyer toutes les valeurs que vous avez effectuées vers un ordinateur. Donc, vous gardez une trace de vos éléments de serrage. Pour compléter, sur une seconde unité de besoin qui est identifiée, c'est d'avoir à effectuer des opérations de serrage à des couples différents, donc pouvoir régler ces outils pour des applications de maintenance ou de production. Et lorsqu'on parle de production, on est plutôt sur des petites séries dans ce cas. C'est d'avoir une précision optimum, une tolérance faible pour m'assurer de la qualité de mes applications, de la qualité de la fiabilité de mes serrages. Et c'est de pouvoir adapter différents accessoires sur la clé, car on peut avoir des applications qui sont dans des contraintes par des accessibilités restreintes, avec des besoins en fait de modifier ces accessoires. Donc voilà, là vous avez, parce que ce dont on parle, ce sont des clés à déclenchement. C'est-à-dire que ces clés-là, eh bien, leur mécanisme fait qu'on va les régler à un couple donné. Je vais serrer et quand j'ai atteint le couple demandé, eh bien, la clé va me prévenir par un déclenchement. Je ne sais pas si vous allez pouvoir voir, Cyril, si tu peux mettre la partie plein écran. Voilà, vous avez ce type de clé-là. Vous avez un petit poussoir qui est ici et à l'intérieur, vous avez un petit basculeur. Et ce basculeur, en fait, vous le voyez, il va basculer quand vous allez atteindre le couple de serrage. Et vous avez le bras de levier de la clé qui est ici, que vous retrouvez dans l'intérieur. Et bien, ce bras de levier va venir taper sur le tube extérieur de la clé. Et c'est ça qui va vous annoncer que vous avez atteint le couple de serrage. Et donc, vous le comprenez, quand vous avez atteint ce couple de serrage, il faut impérativement s'arrêter. Parce que là, la clé ne débraye pas. Si je continue à tirer, eh bien, je vais continuer à serrer. Et donc, je vais dépasser, je vais appliquer un couple trop élevé. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle des clés à déclenchement. Ce sont des clés avec une précision de plus ou moins 2% de la valeur affichée. Vous voyez, Julien parlait de valeur au-dessus de la norme, puisque la norme, c'est plus ou moins 4. C'est une clé avec donc une très grande répétabilité. 50 000 déclenchements, on les garantit pour 50 000 cycles d'utilisation. Elle a une poignée matérialisée, vous le voyez bien, donc il faut bien mettre sa main sur la poignée pour pouvoir serrer. Voilà. Et donc, elle a un réarmement automatique. Et cette clé-là permet, si on le veut, on enlève le cliquet, on peut adapter des embouts à fourche, à œil, etc. Pardonnez-moi, hop, voilà, vous enlevez, derrière, vous pouvez adapter des embouts à fourche, des embouts à œil, etc. pour faciliter, comme le disait Julien, l'accessibilité. Merci Julien.
Voilà, donc là, on a une gamme qui va de 5 à 1000 Nm avec ou sans cliquer. On peut avoir des embouts à fourche, etc. Voilà. Mais on garde la même précision et la même durabilité sur toute la plage de ces clés-là. Voilà, on voit un peu le fonctionnement, un petit croquis qui explique le ressort de compression. Donc, en fait, vous allez régler la clé en tournant une poignée. Et en tournant la poignée, vous allez faire monter la ligne de foi du vernier qui va comprimer le ressort et ce ressort va comprimer le basculeur qui va comprimer un bras de levier. Quand tout est bon, tout est aligné. Dès que j'atteins le couple de serrage, j'ai un clic parce que mon petit bras de levier va venir taper sur le tube. Voilà. Voilà le fonctionnement. Toujours dans les besoins qui sont récurrents, sur lesquels vous nous sollicitez assez régulièrement pour répondre à votre attente, c'est notamment d'effectuer des opérations de serrage à grande échelle et en grande série, de pouvoir sécuriser mes serrages en évitant que l'opérateur ait à régler ou puisse dérégler la clé, et c'est d'avoir une excellente répétitivité car j'assemble des produits et dans la majorité des cas des produits finis. Donc, dans ce cas-là, on a ce qu'on appelle des clés de production. Et ces clés de production, en fait, elles ont une endurance, non pas de 5000 cycles demandés par la norme. On a de nouveau une petite coupure technique. Juste en attendant que ça revienne, voilà, de vous préciser que vous pouvez toujours poser toutes vos questions auxquelles nous répondrons à la fin du webinaire. Je vous rends la parole, Richard. Je vous assure que je ne le fais pas exprès. J'ai encore assez de souffle, je n'ai pas besoin de reprendre mon souffle. Oui, donc vous voyez que là, on est sur des endurances beaucoup plus larges que celles demandées par la norme. Ce sont des clés à réarmement automatique et ce sont des clés de la même capacité et de même fixation. Vous pouvez mettre les mêmes accessoires que sur les clés précédentes que nous avions vues. Par contre, il y en a deux. Donc, il y en a une à déclenchement pur et dur, c'est la série 248, donc avec le basculeur que je vous ai montré dans le petit dessin. Et il y a celle à 400, la 446 qui, elle, est une clé, ce qu'on appelle une clé à cassure. C'est-à-dire que là, vous n'avez pas simplement un petit débattement, mais vous avez un produit qui s'ouvre à 20 degrés. Donc là, vous vraiment sentez le moment où vous avez atteint le couple de serrage. Donc ça évite cette méthode-là de faire encore une fois des surcouples. D'accord ? Donc, elle se règle par contre, ces clés-là, avec un appareil de mesure de couple parce qu'il n'y a pas de vernier. La clé se règle d'abord dans le labo ou dans l'atelier sur un appareil de mesure de couple et ensuite on la donne à l'opérateur pour qu'il serre. Et l'opérateur n'a pas à se soucier du couple de serrage qu'il a appliqué sur le produit. Elle est déjà pré-réglée et ne peut plus rien modifier. Vas-y, Julien. Donc, sur une dernière, concernant les outils de serrage, que ce soit les clés et tournevis, on a aussi un besoin qui est répertorié, c'est d'avoir, de s'assurer de la qualité de son serrage et d'en avoir la traçabilité. C'est de contrôler que nous n'avons pas fait de surcouple à l'utilisation, que l'opérateur n'ait pas dévié et en fait mal utilisé son outil avec un risque de surcouple. Et c'est de vérifier que les opérateurs respectent bien les procédures d'assemblage lorsqu'il y a des assemblages à respecter, des ordres à respecter sur ces montages. Voilà, donc ça, c'est la particularité des produits électroniques, en fait, qui peuvent nous permettre de, avoir une grande précision. Vous le voyez, on est à plus ou moins 2% de la valeur affichée. Donc, ce sont des produits qui se règlent. Et là, on a à la fois une lumière et on a à la fois un buzzer qui nous prévient quand on a atteint le couple de serrage. Donc, ce sont des produits d'une grande précision, donc qui permettent de faire aussi bien du serrage que du contrôle de couple. Donc, on est aussi là-dessus on peut travailler à ce qu'on appelle en lecture directe. Donc, on peut faire du contrôle de couple avec ça. Mais le gros intérêt, c'est qu'on peut mémoriser tous les couples de serrage effectués et une fois qu'on les a mémorisés, on peut les contrôler évidemment et on peut aussi les transférer vers un ordinateur via une prise USB et un logiciel qui est téléchargeable et donc vous transférez tout ça. Donc ça, c'est la traçabilité et la preuve sur le papier quand vous imprimez l'élément que vous avez serré au couple. Ça vous permet aussi de savoir que par exemple, vous aviez 100 vis à serrer sur une pièce et en fait, vous en avez 99 en mémoire. Ça veut dire qu'il en manque une. Donc, pour raison de sécurité, ça permet de se prémunir contre des mauvais serrages ou des éléments de ceci. Donc, il vous manque une vis à serrer. Donc, vous allez vous dire, il faut recommencer peut-être le serrage. Donc, au niveau de la sécurité, c'est quand même beaucoup plus rassurant et ça permet d'avoir une trace jusqu'à l'assemblage, jusqu'à la vis, en fait. Merci, Julien. Et puis la dernière sortie, donc c'est une clé où là, toujours électronique, mais cette fois-ci, la clé n'est même plus connectée par un câble USB, elle fonctionne avec un système Bluetooth.
Donc, vous avez une application à récupérer donc, sur votre téléphone ou sur une tablette. En fait, vous réglez, vous appairez la clé, comme vous appairez votre téléphone avec, je sais pas, votre voiture ou un truc comme ça. Et une fois que la clé est appairée, eh bien, vous réglez systématiquement la clé avec votre téléphone. Vous tapez le couple que vous voulez appliquer sur la clé et le téléphone donc transmet automatiquement en Bluetooth. Donc, ça veut dire que vous allez dans l'atelier, par exemple, dans le bureau du chef d'équipe, il va régler un couple de serrage donné pour la clé. Il va donner la clé à l'opérateur qui, lui, ne peut rien plus dérégler. Il va aller sur la pièce à serrer et serrer peut-être tous les couples qu'il a à faire. Et donc, vous contrôlez de votre appareil, de votre bureau. Vous le voyez, vous avez un bar graphe sur le petit dessin du milieu qui est vert. Donc, vous voyez si le gars en direct a bien serré ou est en train de bien serrer ou s'il fait un surcouple ou éventuellement, bien évidemment, vous gardez tout ça en mémoire. Et donc, vous pouvez par la suite vérifier, puisque vous gardez tout ça dans votre téléphone déjà, et puis vous pouvez aussi le transférer toujours en Bluetooth ou par mail ou par SMS sur votre ordinateur. C'est un fichier Excel que vous récupérez sur votre ordinateur. Et ça vous permet de vérifier, encore une fois, votre couple. Et vous pouvez faire du couple et vous pouvez faire du serrage aussi angulaire. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà des besoins dans ce type de serrage-là. C'est un serrage un petit peu différent, le serrage angulaire. Mais on peut faire aussi avec ce produit-là, on peut faire du serrage angulaire. Voilà. Donc là, vous le voyez, la clé, elle est appairée. Et alors, tout simplement, à la fois l'opérateur qui est, soit il travaille à côté du téléphone et il voit ce qu'il fait sur le téléphone et à la fois sur la clé, parce que vous voyez, quand le serrage est bon, ben, j'ai des diodes vertes qui s'allument et vous avez le bar graphe sur le téléphone ou la tablette qui est tout en vert. Et donc, si le téléphone est à côté de l'utilisateur, il peut voir des deux côtés, le téléphone et la clé. Par contre, s'il travaille tout seul dans l'atelier avec la clé, lui, il sait qu'il a fait un bon serrage parce que c'est vert. Et le contremaître dans le bureau, c'est que lui, le serrage a bien été effectué parce que c'est vert aussi. Et par contre, quand c'est pas bon, ben, il vous le dit aussi. Vous pouvez, vas-y Julien, passe au suivant. Eh bien, quand c'est pas bon, vous avez, tout est rouge, d'accord. Et donc vous avez du rouge sur la clé, vous avez du rouge sur l'écran du téléphone. Mais il y a une particularité en plus sur cette clé-là, c'est qu'elle a un système haptique. Alors là, je ne vais pas vous la décortiquer, mais cette clé-là, en fait, elle va vous prévenir, comme vous l'avez vu, par un système visuel avec des diodes qui sont ici, rouge ou verte. Elle va vous prévenir par un signal sonore, donc qui vous dit vous avez atteint le bon couple. Mais en plus de ça, comme vous avez la main sur la poignée, eh bien, il y a une vibration qui va se créer, comme une clé mécanique dont je vous parlais tout à l'heure, c'est-à-dire que le signal haptique, c'est-à-dire une vibration, vous allez entendre un clic. Donc, vous avez trois éléments à la fois sonores, sensibles, visuels. On fait appel à tous vos sens, enfin, ou tous les sens de l'utilisateur pour serrer avec ce produit-là. Donc là, pour arriver à dépasser un couple de serrage avec ce type de produit, ben, il en faut vraiment. Donc voilà, les capacités vont de 3 à 340 Nm. Voilà pour la clé. Et je dis, on peut continuer. Alors, après vous avoir présenté, en fait, vous faire part de nos solutions serrage, vous avez vu que ça soit destiné à la maintenance, la production, semi-production, avec des besoins de réglage par le opérateur ou des produits pré-réglés, et également des solutions de traçabilité. Nous souhaitions aussi vous faire part des possibilités de contrôle, des contrôles qui s'opèrent soit en atelier ou soit conformes à la norme, comme vous pourriez aussi le faire au sein de vos entreprises, conformes à la norme ISO 67089. Donc, dans ces cadres, on a identifié aussi quelques attentes. C'est de contrôler déjà si mes opérateurs de production utilisent une clé conforme au quotidien. C'est de vérifier si la précision de mes outils de serrage ne varie pas dans le temps à l'utilisation, suivant la fréquence d'utilisation. Et c'est de m'assurer que mes outils sont toujours conformes à la norme ISO 67089. Alors, ben, pour ce faire, il y a différents éléments de contrôle de la clé. Une clé, c'est un outil de mesure, une clé dynamétrique ou un tournevis. Il ne viendrait pas à l'idée de qui que ce soit de prendre un pied à coulisse et de s'en servir comme un marteau. Eh bien, si une clé, par exemple, sur la chaîne de fabrication, elle est tombée, si elle a été, ben, tout ça peut faire que la clé est déréglée. Bon, on a beau régler le vernier à 50 newtons, elle va peut-être plus serrer au bon couple. Donc, on a un petit contrôleur de couple qui s'appelle un nœud 2000. C'est un élément qu'on peut mettre directement dans l'atelier et l'opérateur, le matin, avant de démarrer sa journée, il va mettre sa clé sur ce contrôleur-là, il va faire déclencher sa clé 2-3 fois, il va s'apercevoir que la clé est conforme, il va commencer à travailler il va commencer à pouvoir serrer, à commencer sa production. On a un deuxième élément, donc lui, il a un écran intégré, il a tout ce qu'il faut. On peut passer, si on veut, les valeurs aussi à un ordinateur.
Le deuxième, c'est ce qu'on voyait ici, c'est un capteur E6000 avec différentes capacités, qui lui est un capteur qui doit être relié à un ordinateur, mais c'est le même principe, hein, je peux contrôler ma clé. Alors évidemment, on est là directement relié à un ordinateur, donc on n'a pas besoin de faire une connexion, mais c'est le même principe, et là on a des capteurs de différentes capacités. Et puis ce capteur, si on le pose sur le banc CD12 que vous avez là, eh bien ça devient un banc de contrôle et un banc d'étalonnage. C'est-à-dire que pour faire un étalonnage de clés, il faut suivre certains critères de normes, mais aussi il faut respecter une certaine vitesse. Et là, vous avez à l'intérieur, vous avez un type de boîte de vitesse. En fait, quand vous tournez la manivelle, en fait, vous faites tourner le capteur à une certaine vitesse, et ce qui vous permet d'être le plus précis possible dans la manipulation de la clé dynamométrique, et donc de pouvoir par la suite, si vous respectez la norme, de pouvoir établir des certificats de conformité, donc directement. Et tous ces appareils, après, eux aussi, comme s'ils sont reliés à la chaîne d'étalonnage, eh bien, doivent être contrôlés tous les ans ou tous les 5000 cycles, toujours pareil, comme le dit la norme, en fait. Voilà, Julien, tu peux continuer. Donc ça, c'est le premier, donc c'est le E2000. Hein. Vous le voyez, un appareil qui vous permet de faire du contrôle rapide sur l'atelier directement. Vous pouvez changer les unités de mesure et tout ça avec un signal sonore et lumineux qui vous dit que vous avez atteint le bon couple et que votre clé est bonne. Vous pouvez régler une plage de tolérance, hein, plus ou moins 4% ou un truc, et là, il va vous dire vous êtes dans la plage de tolérance ou pas. Si la clé est dans la plage de tolérance, vous pouvez partir sur le centre de production pour commencer à serrer. Voilà, ça c'est donc les capteurs avec effectivement une connectivité USB qu'on va connecter avec un ordinateur. Il y a un logiciel qui est livré avec sur votre ordinateur, hein, que vous téléchargez sur votre ordinateur, qui vous permet de faire du contrôle de serrage aussi, du contrôle de clé, de l'étalonnage, entre guillemets, du contrôle. Et puis, si vous voulez vraiment faire de l'étalonnage, à ce moment-là, Julien, tu peux tourner, il faut acheter non seulement un capteur comme vous le voyez ici, mais en plus le banc d'étalonnage qui est là. Et vous mettez votre capteur sur ce banc d'étalonnage. Vous devez suivre une norme qui est préconisée pour les laboratoires, entre guillemets, d'étalonnage. Et vous pouvez faire ça. Mais bon, donc il faut suivre la norme ISO 6789 et suivre une autre norme qui est celle de l'étalonnage. Et vous pouvez faire vos contrôles de propres clés. Si vous avez un parc de 150 ou 200 clés dans vos ateliers, c'est peut-être plus rentable pour vous de faire un étalonnage direct plutôt que de l'envoyer systématiquement à un laboratoire extérieur. Par contre, vos capteurs, eux, devront être étalonnés tous les ans dans un laboratoire agréé. Vas-y, Julien. Merci, Richard. Donc, on vous a présenté les solutions, une partie des solutions Facom à vos attentes de serrage, vos besoins de serrage, hein, comme exprimé, que ce soit production, maintenance, avec traçabilité. Donc, sachez que ces produits sont aujourd'hui disponibles via RS Components. L'ensemble de ces solutions peuvent être aussi présentées par notre équipe de vente. Je pense que c'est toujours important de pouvoir faire un essai. Sachez qu'on est présent au quotidien. Vous l'avez vu en début de présentation, nous réalisons de nombreuses visites chez nos utilisateurs finaux. Ces produits sont dans nos camions de démonstration. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous si besoin. On a une équipe donc, qui est là à votre disposition. Et dans ce cas, ce que vous pouvez faire, c'est vous adresser à l'adresse mail servicecommande@rscomponents.com que vous retrouvez sur la slide. Et dans l'objet de votre mail, demandez une intervention, une visite Facom suite à ce webinaire pour avoir de plus amples d'informations et surtout pouvoir essayer le produit. Merci pour votre écoute. Cyril, je te voilà, laisse. merci Julien, merci Richard pour cette présentation. On va pouvoir passer aux questions, j'en ai quelques-unes. J'en ai une première qui est en deux parties, qui est une question de Romain, qui demande si lors du serrage d'une vis, est-il nécessaire d'appliquer un couple 2 fois pour s'assurer de la bonne application de ce couple? Alors, j'allais dire oui et non, tout dépend en fait des pièces que vous allez assembler. Si vous avez des pièces qui ne vont pas trop bouger dans le temps, si ce sont des pièces qui ne sont pas soumises à des écarts thermiques ou des pièces trop élastiques, si vous assemblez deux pièces d'acier ultra dur, vous allez pouvoir serrer, je dirais, en une seule passe. Quelquefois, si vous assemblez par exemple des pièces en cuivre, vous avez la matière qui va fluer et dans ce cas-là, il est peut-être plus important de faire du serrage en deux passes. Vous allez d'abord appliquer un premier serrage à un certain couple donné et puis comme la matière, une fois contractée, elle va se
compacté parce que c'est une matière relativement souple, eh bien, il sera peut-être nécessaire de contrôler et de rappliquer peut-être un deuxième couple de serrage. Alors, tout ça, je parle au conditionnel parce que, attention, tout ça, ça se calcule, hein, évidemment. Vous avez des bureaux d'études qui calculent un couple à appliquer parce que ça dépend de tellement de facteurs. Donc, je vous parlais de la fluidité de la pièce, mais vous avez des vibrations, vous avez la température, vous avez tous ces éléments qui influent. Donc déjà, il y a des calculs théoriques qui se font par le bureau d'études, mais vous avez aussi, tout ceci, ça s'accompagne après par des essais techniques dans l'atelier directement, pour éviter une déformation, une casse de la pièce, une casse de la vis, un desserrage, etc. Mais vous avez raison, il est quelquefois parfois nécessaire de faire une deuxième passe de serrage. Sur les culasses de voiture, par exemple, le constructeur automobile donne un couple de serrage et ensuite il demande une deuxième passe, il rajoute encore un couple de serrage supplémentaire. Voilà. C'est pour ça que sur la clé électronique, enfin comme la dernière là dont je vous ai parlé, on peut travailler, c'est ce qu'on appelle des séquences de travail. C'est-à-dire que vous allez faire un premier serrage à un couple donné et vous allez avoir une deuxième coupe de serrage à effectuer après. Voilà. Donc oui, on peut effectivement avoir deux passes à faire, tout dépend du type de matière et de l'environnement sur lequel vous travaillez. D'accord. Et je pense qu'on a peut-être répondu à la deuxième partie de sa question, qui était justement, est-il nécessaire de réappliquer le couple 24 heures plus tard sur cette même vis? Encore une fois, 24 heures, il n'y a pas de règle, je dirais, dans l'État. C'est vous, en fonction de votre production. Vous allez voir qu'au bout de, vous avez serré, je vais donner un exemple, à 100 newtons. Okay, vous repassez une demi-heure avant, vous faites un contrôle, vous apercevez que vous êtes à 80 newtons. Vous repassez 2 heures après, vous apercevez que vous êtes à 30 newtons. Donc là, vous dites effectivement, c'est peut-être pas au bout de 24 heures, ça sera peut-être au bout de 2 heures. Par contre, effectivement, si au bout de 24 heures, vous êtes toujours à 99, 97, 95, voire en fait, on donne une plage de tolérance de 20%. C'est-à-dire que les pièces, si elles bougent de 20% une fois que vous avez serré à 100 newtons, quand vous contrôlez et que vous trouvez une valeur entre 80 et 120 newtons de serrage, vous êtes dans la plage de serrage normale. Vous n'avez pas besoin de rajouter des éléments positifs derrière. Mais effectivement, la période de temps, encore, elle va se calculer en fonction des mesures que vous allez faire vous-même. C'est-à-dire vous allez faire en fonction de la pièce que vous assemblez et encore une fois, l'environnement dans lequel vous êtes. Voilà, Romain, j'espère que ça répond à votre question. J'ai une autre question, une question de Pierre, qui demande donc pourquoi fait-on du serrage angulaire en complément de serrage au couple? Eh bien, tout simplement, je ne vous ai pas parlé de tous les éléments, mais quand vous serrez une vis, en fait, vous avez ce qu'on appelle un coefficient de frottement entre la vis et l'écrou. Alors, si une vis est zinguée comme ceci, le coefficient de frottement est d'une certaine valeur. Quand vous avez une vis, par exemple, qui est celle-ci, vous allez avoir un coefficient de frottement qui sera différent. Et donc, en fait, une partie, je vous disais que le couple, tout à l'heure, on utilisait le serrage au couple pour le transformer en tension. Mais ce serrage au couple, en fait, il va pas. Si vous appliquez 100 en couple, il n'y a pas 100% de ce serrage au couple qui va être transformé en tension, en fait, dans le corps de la vis. En fait, il y a une partie de ce serrage au couple qui va être absorbée par les frottements entre les filets de la vis et de l'écrou, entre les frottements sous tête de la pièce que vous êtes en train d'assembler et la tête de la vis, etc. Donc, vous avez une partie de la force que vous allez appliquer dans le serrage qui va être absorbée par ces frottements. Et donc, du coup, eh bien, si vous appliquez 100, vous n'aurez pas systématiquement 100% de ces 100 newtons transformés en tension dans le corps de la vis. Et pour éviter cela, eh bien, on peut aussi calculer une force de serrage qui, cette fois-ci, n'est plus du couple, mais qui, cette fois-ci, est de l'angle. C'est-à-dire que vous allez devoir, après les calculs, déterminer un angle qui, pour atteindre la bonne tension dans la vis, quel que soit le frottement des pièces, etc., eh bien, vous allez tourner de X degrés. Et à ce moment-là, vous allez être un petit peu plus précis parce que vous allez déjà éliminer tout ce qui est frottement. Il y a une autre chose aussi qui est importante, c'est que quand vous utilisez une clé dynamométrique, vous devez le travailler d'une manière lente et continue. C'est-à-dire qu'une clé, plus vous allez être lent dans le travail, plus vous serez précis. Si vous travaillez avec des à-coups rapides, et votre serrage ne sera pas très précis à la fin. Eh bien, là, pareil, avec un angle, en fait, que je tourne de 45 degrés lentement ou que je tourne 45 degrés rapidement,
Dans tous les cas, j'aurai tourné de 45 degrés. Donc, encore une fois, avec un serrage à l'angle, on élimine la partie vitesse. Et donc, on se retrouve au final un petit peu plus précis. Bon, ce qui est quand même un peu plus difficile, c'est d'arriver à calculer un angle parfait par rapport à la tension que l'on veut appliquer dans le corps de la vis, première chose. Et deuxième chose, ça veut dire qu'il faut avoir un produit de serrage qui est à la fois adapté au couple et à l'angle. Et en plus de ça, on ne peut pas faire du serrage uniquement angulaire. On doit systématiquement démarrer par un serrage au couple, donc une clé, un tournevis, et on termine par un serrage angulaire. Et si vous parlez tout à l'heure des serrages de culasse sur les voitures, c'est tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'ils vous donnent des serrages d'abord en newton, donc vous allez serrer, en plus il faut respecter un ordre de serrage, parce que là, c'est une culasse, il faut qu'elle soit serrée parfaitement à plat, mais on a la même chose si vous serrez une bride sur des tuyaux, par exemple, vous allez suivre d'abord un ordre de serrage, ensuite vous allez appliquer un couple de serrage, et ensuite vous allez appliquer un angle, pour éliminer la friction, le frottement donc, et les soucis de rapidité de serrage, qui influent sur le couple et non pas sur l'angle. Voilà, est-ce que j'ai bien répondu? Voilà, Pierre, j'espère qu'on a bien répondu à votre question. En tout cas, on a bien répondu à la question de Romain qui nous remercie, et de Pierre également. Il dit super, merci pour la réponse. Parfait. Voilà. Bah, apparemment, je n'ai plus d'autres questions. Non, je n'ai plus d'autres questions. Donc, s'il y en a plus, nous allons pouvoir terminer ce webinaire. Merci, messieurs, pour cette présentation. Merci à toutes et à tous pour votre participation. Vous retrouverez très vite l'intégralité de ce webinaire et des précédents sur notre chaîne YouTube RS Component France. D'ailleurs, si de nouvelles questions vous arrivent, vous pourrez toujours les poser dans les commentaires de la chaîne. Et vous retrouverez également les produits cités dans le webinaire sur notre site fr.rs-online.com. Et enfin, je vous souhaite une excellente fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire. Merci. Merci Au revoir. à toutes et à tous. Merci à Bonne toutes. fin de journée. Au revoir. À très bientôt. Au revoir.